Continuer notre immersion dans le monde des manifestations et leur utilisation de l'image. Qu'est-ce que l'image a pu changer dans le monde événementiel? Alors on retrouve pour en parler Grégoire Furer du Montreux Comédie Festival, Julien Gross qui vient terminer sa présentation du Paléo Festival, Mathieu Chaton du Montreux Jazz Festival et nous a rejoint Yann Zitouni, animateur, journaliste radio en charge de l'émission Paradiso. Alors je vais peut-être commencer avec vous Julien Gross. Vous avez dit qu'un événement ça se vit avant toute chose, mais est-ce que l'image aujourd'hui, la vidéo, elle a changé la manière de vivre un événement? Mais Pas forcément, exclusivement en tant qu'organisateur, mais comme consommateur de cet événement. Elle l'a modifié un peu sur deux aspects. C'est que on n'est pas, enfin, il y a l'aspect plutôt service de presse où on sait qu'il y a le moindre événement qui se passe, où il y a du coup une exploitation, une surexploitation de l'image. Donc on doit être très attentif en termes de veille médiatique. On a 3 personnes qui surveillent nos réseaux sociaux, etc. durant le festival. Et par contre, c'est aussi, au contraire, du coup, c'est aussi une façon de faire rêver aussi les gens qui sont encore jamais venus au festival. Donc c'est aussi ça peut être très problématique, comme justement aussi potentiellement très beau pour pouvoir exporter un peu la vision du festival à l'externe. Pour vous, c'est une vision différente? Est-ce qu'on vit différemment? Moi, je crois que oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, l'aspect vidéo change la manière de consommer le spectacle. Et je pense que moi, j'ai vu pas mal d'expériences, on n'est pas encore prêt à le faire à Montreux, parce que voilà, on a encore un public qu'il faut habituer gentiment, mais par exemple, dans la salle du Comedy Club, donc cette salle-là, il y a des soirées où les artistes arrivent sur scène en disant surtout n'éteignez pas vos portables, allumez vos portables, tweetez, live tweetez, et en fait, on va dire des choses, et si vous réagissez, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous live tweetez. Et moi, je pense même qu'on va un jour arriver à des spectacles beaucoup plus interactifs, où vraiment le public sera quasiment co-acteur de la salle, du spectacle. Et je pense qu'il y a aussi des éléments qui arrivent maintenant, on voit dans les spectacles, c'est le gaming, une espèce de jeu comme ça, de s'amuser, de déconner avec le public. Donc oui, moi je pense que l'écran va modifier aussi la manière de consommer un spectacle. Mais ça peut fonctionner dans le cadre de l'humour, mais est-ce que dans le cadre de la musique, ça peut fonctionner une utilisation comme ça des réseaux connectés? Tout petit peu plus réservé, mais quoique, dans le sens que je pense que c'est 2 expériences qui sont totalement différentes, mais complémentaires. Je ne vais pas spécialement à Montreux pousser la volonté que tout le monde soit en train de tweeter avec son téléphone portable, puisqu'on est plutôt en train de dire aux gens baissez votre téléphone portable parce que vous dérangez les gens qui sont derrière vous. Donc ça, c'est vrai que c'est dans le spectacle. On voit, enfin, si vous prenez un concert comme Pharrell Williams, au moment où il lance Happy, je pense qu'il y a 4000 téléphones portables qui se lèvent pour filmer. C'est bien d'un côté parce que ça génère du contenu, quoi qu'il n'est pas spécialement très qualitatif, mais en même temps, pour la notion du vrai show, du vrai spectacle, d'apprécier le concert, j'ai l'impression que quand on filme tout le morceau de Happy de Pharrell Williams, on ne l'a même pas écouté. Donc franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, la complémentarité, nous on a parlé de livre de Lab tout à l'heure, c'est des expériences différentes. Donc pour nous, l'important, c'est vraiment que celui qui regarde sur le web vit une expérience qui est différente que celui qui est dans la salle. Et d'ailleurs, plusieurs fois, la question a été venue, et elle m'a été posée aussi par des journalistes en disant, mais vous n'avez pas peur qu'en faisant du streaming, du lab, vous allez diminuer les ventes de billets dans la salle? Je ne pense pas du tout, parce que c'est une autre expérience. Et quand on vient voir un concert, on sent l'artiste transpirer, on sent la salle, on a une émotion qui est particulière. C'est vraiment un complément. C'est vraiment un complément. Et comme vous l'avez vu dans le livre de Lab, on va amener des images qui sont des images de l'artiste qui se prépare, qui est en backstage, où l'internaute vit une expérience un tout petit peu différente. Donc je pense qu'il y a une complémentarité. Après, que le public interagisse, ça peut être une solution, mais je ne pense pas que la solution de l'interaction, par exemple sur les écrans qu'il y a dans la salle, ou que les mecs qui sont dans la salle sont en train de tweeter et puis regarder leurs tweets sur l'écran qui diffuse le concert qu'il y a sur la scène, je ne pense pas en tout cas que le public de Montreux est prêt à ça, et je ne pense pas que nous non plus. Par contre, que l'univers Montreux Jazz Festival soit connecté, et que par exemple le Café de Londres, le Café de Paris, qui reçoivent le live stream du concert qui se passe à Montreux, puissent tweeter sur le web, et que le Montreux Jazz Festival à Tokyo, le programmateur du Blue Note est en train d'avoir un concert, il est en train de tweeter, ou il est en train de commenter le concert qui se passe à Montreux, ça oui, parce qu'on apporte une valeur ajoutée de l'expérience internationale de Montreux. Et on rentre dans une autre dimension aussi. Il y a aussi, Mathieu, le fait que vous défendez, en tout cas
selon ce que je comprends en tout cas du Montreux Jazz, vous défendez un rapport particulier, plus organique entre le spectateur dans la salle et l'artiste. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre définition, de la définition du Montreux Jazz Festival. Mais pour rester sur cette question, je pense qu'à un moment, il serait intéressant d'aborder la question du festival qui est complètement à part par rapport à tout ça. C'est le iTunes Music Festival qui arrive en disant bah voilà, on va faire un festival dans lequel le public est pas forcément n'a pas la même importance que dans les autres festivals, c'est-à-dire que ce qui se passe, le plus important, c'est ce qui se passe sur le web. Le vrai public, il est sur le web. À ce moment-là, on a un public alibi, entre guillemets, qui est dans la salle, autrement dit, qui sert à habiller ce qui va se passer sur les écrans. Et puis, on pense avant tout aux gens qui sont à l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment un festival qui est créé avant toute chose pour le web. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être l'avenir de Qui l'événementiel? est créé pour une véritable commercialisation sur le web. Si on peut mettre, je crois que le nom du festival définit le ton du festival. C'est iTunes. Donc le but et l'objectif, c'est quand même la communauté sur le web, c'est la commercialisation d'un certain contenu sur le web. Et d'ailleurs, les artistes qui sont présents, c'est de toute façon des artistes qui sont référencés. C'est un magnifique projet, mais simplement le point de départ n'est pas le même. Oui, alors moi je crois, alors là c'est aussi très important parce que nous on parle beaucoup de nouvelles technologies, de web, etc. On montre comédie. Alors il y a une chose qu'il faut affirmer, réaffirmer, dire très 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 fort. Le public alibi, je n'y crois pas une demi-seconde. C'est-à-dire que le jour où les gens ne viendront plus dans la salle à Montreux et acheter des billets pour participer à une émotion, échanger avec les artistes qui viennent à Montreux, le festival est mort. On aura beau faire tout ce qu'on veut en Corée, etc. Le festival est mort. C'est-à-dire que c'est essentiel. Les artistes viennent à Montreux pour jouer devant le public. Et c'est essentiel, cette relation, il n'y a rien. Mathieu parlait de transpiration, les humoristes peut-être transpirent moins que les musiciens, mais en tout cas ils transpirent aussi, et c'est vrai que cette émotion elle est essentielle, et tous les artistes qui viennent à Montreux nous disent vous avez un public génial en Suisse, c'est super, il y a une communion, c'est fantastique. Et après effectivement il y a d'autres publics, et les autres publics on les a à la fois à la télévision. Nous quand on fait un show à Montreux, il est diffusé ensuite sur France 4, sur la TSR, sur RTS, etc. Et il faut que l'émission de télé qui en est tirée soit bonne. Donc c'est un autre public, c'est ce qu'on appelle des téléspectateurs, qui n'ont plus rien à voir avec les spectateurs. Et puis aujourd'hui, il y a encore un troisième public, qui sont les internautes ou les médianautes, enfin peu importe, et qui sont encore un troisième public. Mais c'est trois publics différents. Mais la base de la base, c'est le public live. Moi, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est tant Mathieu ici que nous à Paléo, ce qu'on cherche à faire vivre au public. Alors oui, il y a le concert, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Les gens, ils viennent aussi à des concerts pour rencontrer du monde, pour partager une expérience globale du festival. Et puis ça, en vidéo, on n'arrivera jamais à le faire vivre. Vous n'allez jamais recevoir une bière enfin, il y a eu une application iPhone une fois, je crois. Enfin bon, on n'a pas les mêmes sensations, quoi. Et c'est ça que les gens y cherchent, quoi. Toute l'année, ils sont derrière leurs écrans, etc. Mais de vivre un événement avec ses amis, avec sa famille, et de pouvoir partager un concert ensemble, sur place, on ne pourra jamais le faire passer autrement. Alors, on pense aux spectateurs, mais il faut aussi parler des principaux intéressés, c'est-à-dire les artistes. Alors vous, Yann Zitouni, vous les côtoyez tout au long de l'année, ces artistes. L'ami des stars, exactement. Comment est-ce que vous les sentez justement par rapport à leur rapport à l'image, à la vidéo, tous ces artistes, quelle que soit la notoriété de l'artiste? Alors justement, c'est une précision qui est assez intéressante parce que effectivement, je côtoie des gens qui sont plutôt à l'aise dans les moyens de production dont ils disposent, parce qu'ils ont des contrats, parce qu'ils ont de la notoriété et du succès. Et puis je côtoie également des tout petits qui débutent, et qui débutent parfois pour certains depuis très longtemps. C'est très dur d'être musicien. À chaque fois, je constate, peut-être un point commun, ça serait l'embarras et le fait qu'on se retrouve avec un outil dont on ne sait pas exactement quoi faire. On essaye des trucs, on essaye des liens avec des réseaux sociaux, avec une façon de tourner, enfin on essaye plein de choses et on ne sait pas exactement où on va aller. Et ça, qu'on ait des gros moyens ou qu'on soit débutant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve aux deux extrémités de l'échelle. Mais en tout cas, il n'y a pas de maîtrise. Donc ça, c'est par rapport finalement à l'outil de promotion d'un artiste pour se faire connaître. Oui. Est-ce que ça, vous le sentez aussi auprès des artistes que vous côtoyez? Cet outil, il est indispensable aujourd'hui. Alors, il y a eu les clips vidéo, mais maintenant, ça va même plus loin. Il y a ce côté buzz pour la comédie. Est-ce qu'il est incontournable? Oui, évidemment. Enfin, je ne veux pas faire l'événement de la semaine avec YouTube et Apple. Donc, ça montre jusqu'où on peut aller. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là aujourd'hui parce que je pense qu'on peut débattre un petit moment. Mais oui, évidemment, c'est des outils qui sont très importants aujourd'hui. Je pense que
de nouveau, ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des outils et la multiplicité des possibilités d'émergence d'un artiste. Et c'est quelque chose qui, dans l'avènement des grandes maisons de disques, il y a encore 10 ans, 15 ans, où ils étaient omnipotents, omnipuissants sur le marché, finalement, le consommateur mangeait ce qu'on lui avait envie de lui donner à manger, et ce que la maison de disques lui donnait à manger. Aujourd'hui, c'est très débridé. Mais c'est extrêmement intéressant. Pour nous, promoteurs, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a aucune garantie que l'artiste remplisse des billets. C'est pas parce qu'il fait des millions de hits sur YouTube qu'il va vendre des billets ou vice-versa. Un artiste peut vendre énormément de billets mais ne peut pas être populaire sur le web. Donc c'est un facteur qui est très intéressant. Mais je trouve que, en tout cas pour le jeune artiste, ce qui est passionnant, c'est qu'il a maintenant des moyens à sa disposition. Et on a vu au travers aussi des vidéos simples, hein, comme tu disais, d'une vidéo de sa baignoire ou de son appartement. Aujourd'hui, un artiste a cette possibilité-là, il a cette plateforme-là. Et ça pousse à sa créativité qui va au-delà de sa créativité musicale, qui est sa créativité sur la gestion de l'image. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est justement un des sujets qu'on va énormément traiter lors de la Montreux Jazz Academy, c'est comment les jeunes musiciens d'aujourd'hui, et surtout dans le jazz, qui sont un petit peu les parents pauvres, enfin qui sont restés un peu trop sur les bancs d'école et pas assez au niveau viral, comment ces artistes de jazz peuvent véhiculer une nouvelle image par ces outils, par le web et cette gestion de l'image. On parle beaucoup d'images depuis tout à l'heure. Il y a pas mal de musiciens aussi qui se montrent beaucoup sur SoundCloud. Autrement dit, il n'y a que du son. Et à ce moment-là, on adopte une démarche complètement différente qui ne me déplaît pas, que je trouve pas inintéressante non plus. Mais moi, je dirais que l'image, c'est double tranchant. Moi, j'ai connu, par exemple, le moment dans le festival, il y a quelques années en arrière, où les artistes avaient de la peine à vouloir se faire filmer. C'est-à-dire que pour eux, ça doit rester un moment entre le public et eux. Et en fait, quelque part, ils ne voulaient pas céder les droits, ils ne voulaient pas être filmés. Et à un moment donné, on a vu, peut-être dans les années 2000, le basculement s'opérer sur le fait qu'il fallait être filmé. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devenait un enjeu. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on ne reviendra pas en arrière. Un artiste, par exemple, quand il vient à Montreux, il sait qu'il est filmé, il sait qu'il va être vu par des milliers de gens, donc ça crée une tension supplémentaire. Nous, on joue toujours le jeu. Ça peut arriver qu'un artiste se plante et il va nous dire « Écoute, j'étais pas bon ce soir-là, j'aimerais pas que ce soit diffusé. » Ça, c'est correct, on ne va pas le faire, évidemment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les médias sociaux, vous devenez quasiment autonome. C'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, mais je prends l'exemple d'un jeune artiste qui s'appelle Verino. Je ne sais pas si vous connaissez Verino, qui est venu plusieurs fois au festival de Montreux. Verino, un jour, il s'est lancé un défi sur Twitter de remplir l'Olympia. Il s'est dit, il n'y a pas de raison que moi je ne fasse pas l'Olympia. Tous les grands artistes font l'Olympia, je fais l'Olympia. Il a réussi à avoir l'Olympia, un créneau favorable, etc., parce qu'il y avait une annulation. Et il s'est dit, je me lance un mois pour remplir mon Olympia que sur Twitter. Et il a réussi. Et c'est génial. C'est-à-dire que c'est un gars, il était inconnu au bataillon, c'était un très bon talent. Il s'est fait l'Olympia en un mois grâce à Twitter. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment, ça change complètement la donne. Et c'est sûr qu'un artiste aujourd'hui, en tout cas dans l'humour, qui ne sait pas ce que c'est que Twitter et qui ne sait pas utiliser un média social, très honnêtement, il n'a aucune chance. On a entendu aussi deux termes qui sont sortis souvent durant ces 3 jours de discussion ici autour de l'image et du web. C'est la notion de créativité et du buzz. Alors est-ce que dans le monde de la musique, on essaye de rechercher ça ? Alors la créativité, bien évidemment, elle se passe avant toute chose quand on compose. Mais est-ce qu'on essaie d'être créatif en image ? On essaie de créer le buzz. C'est peut-être plus facile en humour. De le faire. Il faut attention, la créativité et le buzz, pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, le buzz, on peut faire un buzz, comme je disais avant, on prend un chat, on va le noyer et on fait un buzz. Et ça, c'est un buzz, mais ça, c'est pas bien. Je veux dire, on est d'accord. Non, c'est pas bien. Mais je veux dire, à la maison. Voilà. Donc, pour moi, attention à la créativité. Moi, je dis toujours, il faut d'abord, c'est la créativité avant le buzz. Si le contenu est bon, il va marcher, il va être relayé. Donc, c'est d'abord le talent. Il faut investir sur le talent. Le buzz, il viendra tout seul. Il ne faut pas chercher le buzz pour le buzz. Donc il faut un bon contenu, en tout cas dans l'humour, il est bon, il sera partagé. Un mauvais contenu, vous avez beau faire ce que vous voulez, ou alors vous faites du scandaleux, etc., mais c'est un autre métier. Donc vous êtes d'abord attentif, la créativité. Julien Gross, justement à cette notion de buzz quand un artiste émerge sur le marché. Vous prêtez une oreille attentive, vous regardez, ou c'est quelque chose dont vous prenez de la distance plutôt ? Dans la programmation du festival, c'est un peu plus difficile, parce que c'est vrai que ces effets de buzz dans la musique actuellement, j'ai travaillé longtemps dans une plus petite salle de concert où ce qui est très difficile, c'est que justement le buzz arrivait, et le temps qu'on boucle l'artiste, etc., que le buzz était déjà tombé. Et sur un festival comme Paléo, on peut évidemment pas se permettre d'avoir de booker l'artiste en janvier, et puis qu'en mois de juillet, on sait déjà plus qui c'est. Donc on est attentif, c'est des artistes qu'on suit du coup sur peut-être une plus longue durée.
dans les différents festivals qu'on visite. Mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément une volonté d'avoir l'artiste qui a fait un buzz au mois de février pour l'avoir au mois de juillet, quoi. C'est vraiment dans la programmation, c'est pas forcément la logique qu'on a. Oui, puis il y a aussi la notion de la durée de la prestation. Je prends des cas très connus comme Lana Del Rey, par exemple, quand elle a fait son buzz avec Video Game. Il n'y avait d'abord que cette chanson. Donc les festivals ne pouvaient pas capitaliser en disant on va programmer Lana Del Rey juste sur cette chanson. Il n'y avait pas d'album, il n'y avait rien, il n'y avait pas de production de concert. Donc en tant que promoteur, on doit quand même regarder si l'artiste peut monter sur scène avec un album complet, qui peut faire 45 minutes, 60 minutes de show au minimum. Enfin, pour certains, on aimerait un petit peu plus. Mais c'est important. C'est que, comme dit Julien, nous, on doit regarder vraiment l'intégralité de la prestation et la faculté de l'artiste pouvoir desservir après son buzz sur le web. C'est clair qu'il aide le buzz, bien sûr, mais après, il faut mesurer ses performances. Oui, je pense que ça intervient de toute façon. Enfin, ça là, c'est pas du tout mon métier, donc je vous pose la question plutôt que j'affirme quoi que ce soit, mais ça intervient dans la définition de l'artiste, dans le portrait global de l'artiste, et donc dans la décision que vous allez prendre ou pas de prendre l'artiste. Après, quelle place ça occupe, mais je crois que ça, c'est au cas par cas que vous l'estimez. Ouais. Oui, après, il y a le côté, effectivement, c'est toujours un peu compliqué parce que vous avez de toute façon dans l'année, d'abord, je crois que notre rôle de programmateur de festival et de producteur de festival, c'est de faire de l'éditorial. Moi, j'ai dit souvent, il faut qu'on fasse des choix. Moi, j'ai horreur des festivals qui ne font pas de choix, où vous avez tout et n'importe quoi, et finalement... Moi, je pense, et en plus à Montreux, on est une petite ville, on a une petite salle quelque part, donc... Moi, j'ai envie de dire des fois, bah oui, il y a des gens qui viendront pas à Montreux parce que c'est pas le choix de Montreux. Donc après, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien. Ils sont certainement très très bien et ils font du succès ailleurs. Mais Montreux, on fait des choix. Alors c'est vrai que quand vous avez un buzz qui arrive et que tout d'un coup tout le monde parle, je veux dire nous dans l'humour, quand vous avez Norman qui fait des vidéos et qui est sur tous les téléphones portables, vous avez envie évidemment de l'amener à Montreux parce que vous savez que ça va faire parler du festival. Après, est-ce que Norman est capable de faire un show sur scène? C'est une autre chose. Donc il faut d'abord aller voir ce qu'il fait, travailler avec lui, mais par contre c'est vrai que ça va très vite, et si vous le ratez peut-être l'année où il fallait l'avoir, peut-être que vous l'avez raté pour toujours. Donc c'est pour ça qu'à Montreux on avait créé ce concept de web résident, ce qui nous permettait de dire à un Norman, écoute, tu viens à Montreux, mais finalement ta manière à toi de t'exprimer ne sera pas forcément sur scène parce que c'est pas forcément ton métier de base, donc reste dans ta chambre à la limite d'hôtel et tweet depuis ta chambre, et ce sera ta manière à toi de participer au Montreux Comedy Festival. Et Norman, il a fait la première année, il a vu des artistes sur scène. La deuxième année, il m'a dit est-ce que je peux peut-être faire une petite scène libre, essayer un sketch. Je lui ai dit mais bien évidemment, le festival est là pour ça aussi. Il a fait une scène libre l'année 2, et là maintenant il lance son spectacle, et donc peut-être qu'il viendra l'année prochaine faire son spectacle complet. Mais au moins, il a gardé, on a bâti cette relation avec lui dès le début, dès le lancement de son buzz. Alors, on a aussi vu que l'image, elle se décline en parallèle sur deux vecteurs différents. Il y a les live streaming qui sont devenus quasiment essentiels, et soit l'archivage ou une ligne plus éditoriale. Par rapport au live streaming, on peut aussi comprendre qu'il y a certaines difficultés dans la gestion des droits. Alors, finalement, qui gère ces droits, qui paye ces droits comment on s'y retrouve? T'es sûr qu'on a le temps? Pour le consommateur, voilà, il va derrière son ordinateur, il clique, il regarde un concert, mais... Ça a changé la donne aussi. Oui, et puis bon, c'est clair que dans notre milieu, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et le management, c'est une chose, le tour management, c'en est une autre, la maison de disques, c'est une autre. Donc, c'est même parfois, même pour, quand on book un artiste, c'est de savoir, là, on va poser la question à qui, ou alors on a une autorisation à la signature du contrat, et puis quand ils arrivent sur site, c'est non, nous, on n'était pas au courant de cette décision. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on essaie de monter des concepts comme Live le Bab, on essaie de donner une sorte de garantie à l'internaute, de dire tu vas pouvoir vivre cette expérience, mais en même temps on est en bout de chaîne, on est le dernier acteur de la chaîne, enfin en tant que programmateur on l'est de toute façon, et c'est difficile de garantir ça. Et c'est vrai que dans la musique c'est certainement exacerbé parce qu'il y a aussi évidemment un réveil des maisons de disques qui a été assez tardif sur toutes ces technologies, et maintenant il y a une sorte de verrouillage très fort autour de l'image, autour de la vidéo, etc. Alors, dans le rire, maintenant, ils veulent tous être filmés. Du côté des festivals, c'est plutôt un combat chaque fois, ne serait-ce que pour être capté, pour le confort du public dans les salles, même si c'est une priorité pour nous. Et puis, c'est vrai qu'à Montreux, on a cette chronologie en fait, de demande. C'est qu'on veut d'abord le confort pour le festivalier dans la salle, donc que le concert soit capté. Ensuite, on veut qu'il soit enregistré
pour les archives du festival et après d'autres utilisations si on en a l'opportunité. Je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement entre le moment où la période où c'était vu comme un outil de promotion ou peut-être un outil un peu gênant, enfin une procédure un petit peu gênante pour les artistes, et puis à un moment ça a changé, on s'est dit mais ça peut être aussi une source de revenus. Et peut-être que là, le dialogue a peut-être changé et que les choses se passent différemment. Ouais, c'est clairement le cas. Depuis 2 ans, vraiment, enfin, en tout cas à Paléo, on le constate mais que de nouveau les maisons de disques sont en train de louper le coche. Enfin, elles sont très protectrices. C'est vraiment très difficile, comme Mathieu l'a dit, de savoir qui détient les droits. Une fois qu'on a booké l'artiste, l'agent il se dit oh, c'est pas moi, je sais pas qui c'est. Et c'est hyper dur du coup à pouvoir acquérir ces droits. Et les maisons de disques sont pas du tout proactives sur la promotion des artistes via ce canal-là, qui est un échange Le d'argent. problème, c'est qu'est-ce qu'elles le peuvent aujourd'hui encore. C'est juste un... Ouais. Ouais. C'est une problématique que vous constatez Oui, également. les droits, la gestion des droits, c'est quelque chose c'est un casse-tête, c'est évident. C'est-à-dire que quand on book un artiste à Montreux, la première chose, c'est déjà d'arriver à se mettre d'accord avec son planning, qui est souvent un planning hyper chargé. Alors quand on arrive à l'avoir, la bonne date, etc. à Montreux, après il faut qu'il accepte d'être capté, filmé et de nous céder les droits. Et des fois, ça arrive que l'artiste soit disponible, mais qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc oui, la problématique des droits est vraiment essentielle. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, nous, heureusement, dans l'humour, alors c'est peut-être pas pareil dans la musique, mais ce qui est intéressant dans l'humour, et pour ça le web était extraordinaire, parce que vous avez envie de voir un nouveau contenu sur le web. Vous n'avez pas envie de revoir le même contenu que vous voyez à la télévision. Donc ça veut dire nous, sur notre chaîne YouTube, par exemple, les jeunes talents, une Claudia Tagbo, par exemple, fait plus de monde sur YouTube que Laurent Gérard. Pourtant, Laurent Gérard, c'est une énorme star en France, il va sur France 2, etc. Mais Claudia Tagbo fait plus de monde. Donc aujourd'hui, en fait, ces jeunes talents, eux, ils sont avides d'être vus parce qu'ils savent qu'en étant, plus ils seront vus et plus ils vont monter. Et comme ils sont beaucoup vus sur le web, on va dire les vedettes historiques se disent on peut quand même pas trop laisser faire la nouvelle génération parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont là, ils poussent et que certains ils ont entre 40 et 45 ans et ils n'ont pas vraiment envie de devenir rapidement des vieux ringards. Donc ils commencent à se dire tiens, ce serait marrant de faire quelque chose avec un jeune, etc. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple un exemple qui était pour moi marquant. Alors c'était un film qui n'a pas marché, mais les 3 frères, les Inconnus, qui sont quand même des marques incroyables, ont fait une vidéo avec Norman. Ils sont allés chez Norman, dans son appartement, faire une vidéo avec lui, parce qu'ils se sont dit, ce serait peut-être quand même pas mal que les jeunes de 15-16 ans sachent qui sont les Inconnus, parce que ça pourrait peut-être un jour nous servir. Et voilà, donc l'humour est assez particulier par rapport à la musique, je crois, à ce niveau-là. Alors ça, c'était pour la partie live streaming. Il y a l'autre partie de l'utilisation des images, avec peut-être ce devoir de mémoire. Alors vous êtes bien placé avec le Montreux Jazz. Depuis longtemps, vous collectez toutes ces images. Il y a aussi un rôle là, avec l'image de sauvegarder ce patrimoine. Dans notre cas, évidemment, oui, parce que ça a été initié il y a très longtemps et ce patrimoine, en plus, maintenant est reconnu par l'UNESCO, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme mémoire du monde. Donc, c'est un vrai devoir pour nous de continuer dans cette voie-là, de continuer à constituer ce patrimoine, mais aussi de lui donner du relief. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce patrimoine a été protégé grâce à l'EPFL, grâce à un travail de numérisation, de référencement qui a été colossal, parce que c'était quand même tous les formats différents de vidéos qu'on dû être mis. Donc, c'est 7 ans de travail pour numériser toutes ces archives. Ça s'est fait, maintenant c'est référencé. Et je pense que notre rôle du futur maintenant, c'est pas d'essayer de dire bon, on a ce gros patrimoine et comment on va pouvoir le distribuer ou le vendre, etc. Mais c'est comment on peut lui donner du relief, comment on peut continuer à lui donner de l'histoire. Et c'est là que la d'émotion aussi. Vous avez parlé d'émotion. Et c'est là que la Montreux Jazz TV intervient, parce que si vous prenez juste le concert de ZZ Top qui est sorti par exemple en DVD, ben ok, c'est sympa, je vois un concert de ZZ Top, j'aime bien, je suis fan, etc. Mais si derrière vous avez cette interview que vous avez vu tout à l'heure, un petit bout de ZZ Top qui vous donne le contexte et qu'on les voit en backstage, on les voit en train de se préparer, on voit quelque chose, là on donne du relief à ces archives qui sont exceptionnelles. Parce que évidemment maintenant il y a tellement de contenu qui est produit partout dans le monde. Si je vous montre une archive d'Aretha Franklin, vous allez dire waouh, c'est fantastique. Si je vous montre le dernier concert du Stravinsky, il y aura moins le wow effect. Mais ce wow effect, il vient
à la fois par la qualité, comme on a dit, c'est clair que Montreux prône la qualité dans sa captation, dans la HD, dans la 4K, enfin voilà, toutes les technologies qui peuvent venir. Mais après, c'est cette mise en exergue de cette qualité et de ce contenu exclusif. Et on a eu cette même réflexion, si j'ose encore me permettre, sur les Montreux Jazz Café, et de manière très autocritique, c'est-à-dire on s'est dit, ben voilà, on peut faire des Montreux Jazz Café parce qu'on a le droit de diffusion des archives dans les Montreux Jazz Café. Mais le client qui se trouve à un café à Paris, gare de Lyon, et qui regarde une image d'un concert de B.B. King, il ne connaît pas le contexte. Quelque part, il s'en fout. Il se dit, bah, c'est un DVD qu'ils ont acheté à la FNAC. Si par contre, on illustre et on donne du relief à ce contenu par des vidéos exclusives, par une Montreux Jazz TV qui donne de la consistance, là, du coup, l'archive, elle prend de la valeur. C'est une stratégie qui est importante pour vous. Alors, d'abord Julien Gross, et ensuite Grégoire Furer. Non, contrairement à Montreux, non. En fait, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais c'est plus les créateurs du festival à l'époque. La vidéo arrivait avec les écrans géants, en fait. Donc, j'ai pas vécu le premier terrain du festival, trop jeune, mais ils sont arrivés dans les années 90 sur la plaine de l'As. Et du coup, les captations vidéo sont arrivées à ce moment-là. Mais l'accent a toujours été mis sur le moment présent, mais pas sur la pérennité de l'archivage. Donc on rigole toujours avec ça. C'est vrai que nos archives sont dans des cajots, dans une cave, c'est des dizaines de bandes, mais il n'y a rien qui est fait pour... Et l'archivage en humour, c'est plus compliqué ou pas? Parce que non, l'humour c'est vieillit aussi bien que la musique. Non, c'est pareil, mais alors là, je rejoins à 200% Mathieu. Par exemple, la valeur ajoutée, c'est essentiel. Parce que nous, par exemple, moi j'ai la première vidéo de Jamel sur scène, la première fois qu'il est monté, enfin une des premières fois qu'il est monté sur une grande scène, et en tout cas la première fois qu'il a été filmé, c'était à Montreux en 96. Aujourd'hui, c'est clair que si je la balance sur Internet, il va me tuer. Il va dire, mais t'es fou, j'étais mauvais, j'étais pas drôle, je bougeais mal sur scène, etc. Donc c'est sûr que je suis fâché à mort avec Jamel si je fais ça. Donc par contre, si on arrivait un jour à le faire accepter, c'est une question de temps, hein, c'est pas qu'il veut pas, c'est juste qu'il faut arriver à le choper à un moment, qui nous disent, voilà, qui raconte un peu quel était son ressenti par rapport à cette première vidéo. Alors là, oui, ça fait sens. C'est vraiment ça l'enjeu. Parce que sinon, effectivement, c'est quelque chose qui est sorti du contexte. Yann Zitouni, vous pensez qu'on a... Oui. Pardon, non, je voulais réagir à ce qui a déjà été dit là, sur ce thème. On parle de la mise en valeur du contenu, effectivement, mais il y a peut-être une réflexion à avoir également, et je suis sûr que personne ne l'oublie, en amont, la réalisation du contenu. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble plus à un concert filmé qu'un autre concert filmé. Je ne dis pas qu'il y a une crise de créativité par rapport à ça, mais c'est quand même très difficile quand on est réalisateur d'arriver avec un projet qui va être réellement intéressant. Donc après, alors ça partait de votre question, Xavier, c'est l'idée de constituer un patrimoine, oui, mais à vouloir constituer un patrimoine, on risque d'induire un sentiment d'inflation, une notion d'inflation sur la matière image, et finalement, ça risque de nous retomber sur la figure à tous, quoi, assez rapidement. Donc, pensez à ça aussi avant. Peut-être. Vous, ça vous effraie, ça, cette notion de patrimoine? Moi, je fais pas d'image, ça va bien. On peut laisser le patrimoine, on peut laisser de manière audio aussi. En on laisse aussi matière ouais, non, mais j'ai l'impression que moi je me méfie. Enfin, je l'ai dit à 2 ou 3 reprises de façon un petit peu légère, je pense. Pour moi, l'image, c'est... Enfin, il y a d'autres façons. On est tous en train de se ruer sur l'image. Il y a d'autres façons de répandre la production musicale qu'il faut chercher. Et c'est peut-être parfois, dans certains cas, une solution de facilité de se dire on va mettre des caméras et on va balancer, on va streamer. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? J'ai envie de... Je comprends ce que tu dis, je peux partager par certains points, mais je pense que ce qui est important, c'est quand même la valeur ajoutée. C'est sûr que, par exemple, alors je ne vais pas parler pour Mathieu, mais c'est sûr que quand on voit les archives du Montreux Jazz, c'est juste incroyable de savoir le nombre d'artistes qui sont passés par ce festival. Et par exemple, chez nous, à Montreux, à un moment donné, à contre-courant, et ça, il faut rendre hommage notamment à des coproducteurs importants comme la Radio-Télévision Suisse Romande, le service public qui a cru aussi à ce projet-là. À un moment donné, on a fait un décor, on a construit un décor, un physique, on l'a construit vraiment. Vous voyez le décor de Montreux, vous avez des portes qui claquent, vous avez des vraies échelles, vous avez un vrai balcon, etc. Et en fait, à l'époque, quand on a lancé ce décor, les gens nous riaient un peu au nez, ils disaient mais attendez, aujourd'hui on est au monde du LED, on est au monde de la lumière, il faut faire des trucs légers, qui coûtent rien. Quelque part, je ne vais pas dire cheap, mais enfin c'était quand même un peu le discours que les chaînes de télé nous disaient. Puis nous on dit ouais ben nous en fait on est en Suisse, puis on a la chance d'avoir la RTS, et puis ils ont des gens, des menuisiers, ils ont des peintres, ils ont des gens qui clouent, qui vissent, et puis ils aimeraient bien nous construire un beau décor. Et c'était presque un peu ringard quand on a fait ça. Et en fait les artistes ont adoré ce décor, parce qu'ils se sont dit pour une fois on peut s'amuser avec, on peut rentrer par des portes différentes, on peut s'éclater.
Et aujourd'hui, effectivement, ils ont envie d'être filmés dans ce fameux décor de Montreux, où c'est écrit Montreux en gros derrière. Et ils ont envie d'être là-dedans, ils ont envie qu'on les voit là-dedans. C'est un peu comme si c'était estampillé, ils avaient fait le festival du film de Cannes et qu'ils étaient nominés à Cannes. Voilà, c'est pour un jeune réalisateur, faire la quinzaine des réalisateurs, c'est une marque. Être filmé dans le décor de Montreux, c'est important. Et je pense que c'est là la valeur patrimoniale, la valeur ajoutée qu'on a pu amener. Et c'est d'autant une super idée qu'en fait, on l'a eu par hasard. Donc c'est comme quoi je peux juste rebondir bien en fait, sûr. sur ce que dit Yann, parce que j'y adhère totalement, et c'est pour ça notamment qu'à la fin, dans le cas de Montreux Jazz, j'ai parlé plus de qualité, de quantité ou de pertinence de contenu, parce que c'est clair que si tant est qu'on avait les droits et qu'on se disait, ben voilà, maintenant les 6000 heures de musique, allez, waouh, c'est Montreux Class, bam, je te balance tout sur le web, bah, du coup, la valeur archive et la valeur patrimoniale, elle n'existe plus, parce que comme tu disais, ben, rien ne ressemble plus à un concert filmé qu'à un autre concert filmé. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette réflexion, c'est de dire à quel moment on va pouvoir être vraiment pertinent, balancer un concert aussi génial soit-il de London Grammar, bah, ça sera le même concert qu'il y aura eu 50 fois dans des pays en Europe ou dans leur tournée, mais comment nous on va pouvoir leur apporter du contenu, voir une certaine exclusivité dans le contenu, voir un grain différent. Alors il y a la ligne éditoriale, il y a la manière de filmer, il y a les canaux de distribution, et puis moi qui suis un adepte aussi la chronologie, ouais, et puis moi qui suis un adepte des vieux supports, je pense qu'on peut aussi parfois prendre le contre-pied, c'est-à-dire être ultra technologique dans un certain sens et sortir un sacré bon vinyle d'un concert, même d'un jeune talent, ou là des vinyles qu'on va sortir, qui retrouvent ce grain d'époque. Ça ne veut pas dire être passéiste, mais ça veut dire juste faire le pont entre les nouvelles technologies et créer justement cette exclusivité. Parce que je pense que Montreux, on peut jouer sur ce marché de niche. Plusieurs fois, on nous a posé la question, oui, mais pourquoi vous ne faites pas, vous commercialisez sur YouTube tous les vidéos Montreux, etc. Encore une fois, on est producteur, on n'est pas détenteur des droits. Donc, même si on vendait un morceau sur YouTube, sur les 2 francs qui seraient vendus, qui seraient déjà chers aujourd'hui, vous ne gagneriez pas beaucoup déjà. On toucherait peut-être, allez, mettons 2 centimes, 5 centimes. Imaginez qu'on doit faire des millions et des millions de views, ne serait-ce que pour payer les frais de production que ça représenterait de mettre ce contenu sur YouTube, et en plus on galvaniserait ce contenu. Donc ce serait complètement futile de faire ce genre de choses. Avant tout ce que tu as détaillé, toutes ces étapes que tu as détaillées, il y en a une, voilà, et dans tous les esprits, mais je la souligne, il y a quand même la programmation. On en revient au festival lui-même et pas à l'image et au streaming. Ce que disait Grégoire tout à l'heure, s'il n'y a pas le festival, cette discussion n'a pas lieu d'être. Et effectivement, il faut avoir des concerts de qualité. Qui dit concert de qualité, qui dit équipe de programmation du festival. Ça commence aussi là. Oui, et puis ça vient un grand débat qu'on a parfois enfin, c'est pas un grand débat parce que c'est très clair dans le bureau, c'est que la priorité numéro 1, c'est l'artist appearance. Et si l'artiste dit je veux pas être filmé, je veux pas être capté, je veux pas être enregistré, la priorité, c'est qu'il vienne et qu'il fasse son concert. On ne va pas conditionner sa venue en lui disant oui, mais quand même, on aimerait les images parce que vous comprenez, pour YouTube, etc. Et c'est quand même plutôt rassurant de savoir ça. Mais j'espère. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on peut continuer encore un bon moment, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, on va pouvoir vous faire vous transmettre un micro. N'hésitez pas à vous lancer. Hein. Ils ne mordent pas. Pas encore, en tout cas. Pas moi. Si, on mord des fois. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, vous pouvez vous lancer. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc vous étiez précis. Ah, si, il y a une question là devant, monsieur. Attendez, le micro arrive. Voilà. Il fut un temps où on parlait beaucoup de blogueurs. Les blogueurs qui écrivaient des textes, qui étaient des influenceurs. Aujourd'hui, vous avez parlé beaucoup de Twitter. Mais est-ce que finalement, ces blogueurs, ils ne sont pas encore présents dans l'écrit, dans pas juste 140 caractères, mais 15 lignes, 30 lignes? Est-ce qu'ils ne sont pas encore importants? Je ne sais pas à qui vous voulez adresser la question, à tout le monde. À qui veut la prendre? Qui veut la prendre? Réponse? Bon, moi, je ne veux pas monopoliser le micro, mais je disais tout à l'heure dans ma présentation qu'on utilise les blogueurs encore. C'est important. Et là, on va lancer un blog de comédie parce qu'un des projets du festival, c'est comme je disais aussi avant, c'est que finalement, le festival soit un peu la synthèse de ce qui se fait durant l'année. Et par exemple, on a envie maintenant d'accompagner tous les artistes qui viennent à Montreux et avec qui qu'on aime bien durant l'année. Puis aussi suivre leur actualité, de dire, voilà, vous l'avez vu à Montreux, on l'aime beaucoup. Ben là, sachez que Verino, je prends un exemple, ou Baptiste Le Caplin, va faire sa première au Théâtre du Gymnase, par exemple, le 15 mars. Donc d'accompagner ça et de l'accompagner de manière éditoriale. Donc non, moi je crois que le blog est important. De toute façon, les médias, malheureusement, enfin heureusement, et non, heureusement, il n'y a aucun média qui tue un autre média. Aujourd'hui, vous avez une multiplication des médias. C'est pas parce qu'il y a Twitter, il y a Facebook, etc., qu'on lit plus les journaux. Alors on les lit différemment, ça c'est sûr.
peut-être qu'on les lit moins, mais ils existent toujours. Et moi, j'ai toujours, ça existe toujours. Donc voilà, les médias se superposent. Et je crois que le blog reste un média très important. Mais comme vous disiez, les blogueurs d'aujourd'hui, ils s'expriment sur 140 signes, ils s'expriment sur 3 lignes dans Facebook. Et comme tout le monde est blogueur, aujourd'hui, grâce à ça, tout le monde est caméraman parce qu'on a tous un smartphone, donc on est super doué pour faire des films. Et puis voilà, tout ça, on avait je suppose que vous aviez des interlocuteurs qui étaient des journalistes bien précis. Puis aujourd'hui, vous avez affaire à une grande communauté qui n'a pas de visage vraiment défini, mais avec laquelle il faut composer. Et c'est peut-être ça, justement, l'équivalent aujourd'hui de ce qu'étaient les blogueurs, de ce qu'étaient les journalistes. Ouais, c'est juste par rapport à la multiplication, et ça fait partie de la stratégie de la communication du festival. Je l'ai dit durant ma présentation, c'est que les gens qui écrivent maintenant, que ce soit de la vidéo, de l'écrit sur les blogs ou simplement du tweet, c'est un peu les premières expériences de journalistes en herbe. Et du coup, c'est pour le festival, dans les 600 et quelques accrédités médias, il y a une bonne 60aine de blogs. Alors c'est impossible pour nous de faire le même suivi qu'avec un journaliste du 24 heures ou de la RTS, parce qu'on ne peut pas encadrer ces 60 blogs de la même manière. Mais c'est quand même de les amener, pas de les éduquer, mais c'est quand même d'amener un certain contenu pour qu'ils puissent aussi le digérer et puis rendre une image du festival qui va dans le sens de la communication du festival. Donc c'est déjà un peu de contrôler aussi ces médias-là. C'est très difficile vu la multiplication de ces médias. Et surtout, chaque blog fait peut-être, j'en sais rien, 15 vues par jour, puis d'autres peut-être 5000. Donc c'est hyper difficile aussi de savoir quel est le mec qui est influent maintenant, quoi. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, une question là-bas au fond. Ah, je n'ai pas vu. Alors, d'abord, madame. Pour le Jazz Festival, quand on voit tout ce que vous faites au niveau TV, interview et tout le contenu que vous mettez sur Internet, est-ce que vous, Paléo, vous n'avez pas l'impression de passer peut-être à côté de quelque chose pour vous exporter à l'étranger ou que vous soyez plus visible qu'en Suisse, que ce soit en France, en Belgique ou autre part? Dans la pérennité des images, c'est vrai que par rapport à l'archive, oui, c'est clair, mais je pense qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas eu les mêmes, on n'a pas le même historique. Mais ce qui est difficile pour nous par rapport à l'acquisition d'images à l'étranger, ou même déjà rien qu'en Suisse allemande, où je pense qu'on a une notoriété qui est très très faible. Ce qui est difficile dans la stratégie de communication qu'on a, c'est qu'on vend nos billets depuis 13 ans en quelques heures. Et donc du coup, si on met trop d'efforts sur l'étranger, la Suisse allemande, etc., on va frustrer des gens aussi. C'est peut-être un peu simpliste comme raisonnement aussi, mais c'est qu'on doit un peu jongler avec ça, en fait. C'est que on a déjà beaucoup de gens qui sont frustrés en Suisse romande. On a affaire à des dizaines de mails chaque heure qui suit la billetterie. Donc si on augmente ça, ça va être difficile, parce qu'au bout d'un moment, la capacité du festival, on peut recevoir plus de monde. Et on l'a dit plusieurs fois durant cette table ronde, c'est que il n'y a rien qui ressemble à un autre concert qui a été capté à Paléo, ou à Rock en Seine ou aux Eurokéennes. Tu parlais tout à l'heure du décor que vous avez ici, Montreux c'est la même chose. Enfin, du coup, les deux festivals se ressemblent par rapport au décor. Nous, on a un festival open air et du coup, ce qu'on fait vivre aux gens, on ne peut pas le faire vivre par rapport à ces images. Je voulais juste dire qu'on a, nous, public de Suisse romande et de la région, on a la chance d'avoir ces deux festivals qui sont évidemment très importants et qui ont surtout, on a de la chance parce qu'ils sont très différents. Et je crois que parmi les forces de Paléo, respectives de Paléo et du Montreux Jazz, il y a le fait que ces deux festivals se surveillent peut-être, se regardent, mais surtout ne s'imitent pas. À aucun moment, je pense, il y a eu quelqu'un chez Paléo qui a dit oula, ils ont fait ça à Montreux, il faut vite qu'on fasse la même chose. Je ne pense pas qu'il y ait ce stress ni dans un sens ni dans l'autre, et c'est une chance parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de rapport entre les deux festivals et c'est très bien. Il y a vraiment une très belle complémentarité. Je pense que pour les gens qui habitent dans la région, je pense qu'ils peuvent être. C'est plus qu'une chance. C'est plus qu'une chance, c'est un honneur. D'ailleurs, on peut fêter aujourd'hui que c'est la première fois que Paléo joue sur une scène de Montreux, quand même. Merci pour l'accueil. On espère qu'il y en aura d'autres, peut-être. Je crois qu'il y avait une question là-bas, monsieur. Oui, vous avez le micro. Oui, bonjour. Alors, vous avez expliqué en fait qu'avec les smartphones, tout le monde peut être vidéo amateur. J'aimerais connaître en fait l'impact des images volées lors des festivals et s'il y a des parades de prévues à l'avenir. Waouh, ça c'est un gros sujet aussi.
C'est vrai que c'est dans les riders d'artistes où parfois on a des choses, pas d'appareil de photo, ça veut dire quoi un appareil de photo aujourd'hui? Pas de caméra, ça veut dire quoi une caméra aujourd'hui? Donc effectivement, de toute façon, on peut pas prendre le téléphone portable à tout le monde à l'entrée des salles. Donc ça fait partie aujourd'hui du show. Alors certains artistes joue avec ça. Quand on prend Pharrell Williams qui lui prend les portables des gens et se filme lui-même avec le portable des gens sur scène, c'est une manière de jouer avec ça. Donc je pense que c'est une évidence, ça existe maintenant aujourd'hui. Les artistes qui ne veulent pas voir ce contenu diffusé sur les différents réseaux sociaux, ils ont les moyens aussi de le faire disparaître. C'est le cas de Prince qui est extrêmement strict par rapport à ça. Vous voyez très très peu de vidéos de Prince filmées avec un portable à Montreux sur les différents réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut dire que simplement lui a mis tous les moyens pour les faire disparaître parce que ce n'était pas cette image-là qu'il voulait véhiculer de lui. Donc nous, on a relativement peu d'influence là-dessus. Encore une fois, on essaye de limiter. Cette année, on a fait des messages supplémentaires dans la salle. C'est pour le confort du public. De nouveau, je pense que vous avez tous été à un certain nombre de concerts. Moi, ça m'agace terriblement quand j'essaie de regarder un concert et que j'ai une forêt d'écran devant moi. C'est surtout pour ça. Et je pense qu'en tant qu'organisateur, c'est notre mission, c'est de dire respecter le confort du public, de l'autre dans la salle. Après, ce qu'ils vont faire de ce contenu, c'est une problématique qui revient à l'artiste. Donc, on va l'aider tant qu'on peut dans cette démarche-là. Mais c'est une problématique qui lui est propre et qui tient aux nouvelles technologies qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je crois que ça a bien répondu à la question. Et on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer encore bien des heures. Merci messieurs d'avoir participé à cette discussion. Merci on vous à souhaite vous. plein succès pour la suite avec vos différents événements. Merci, Voilà, alors on se retrouve tout à l'heure à 14h pour la suite. Vous pouvez les applaudir. Oui. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour la suite et la fin de cette dernière journée au Swiss Web Programme Festival avec Arte Concert qui viendra nous parler de son offre sur le web. À tout à l'heure, 14h.